T'as quelque chose à me dire? Comment tu te sens? Très bien. Très bien. T'as pas l'air en forme. Non, Buck, ça va. Tu t'inscris au rodéo de Salinas, enfin, je veux dire après, quand t'auras fini ici. Non, je rentre chez moi à Cheyenne, mes bêtes doivent se reposer. Est-ce que ça te plaît de monter devant les habitants de la ville? Moi et mon vieux, on va traire la vache sauvage ensemble. Quel beau couple. Oui, moi et S, t'es contre? Pour l'argent? Oh, j'y pensais pas, c'est pas ça le plus important. Mais je veux une fois encore que tu me donnes Sunshine. Avec la chance que tu as toujours eue, tu seras peut-être attribué. Je voudrais pas compter sur ma chance. Le tirage au sort, c'est pas moi qui le fais. Tu l'as dit, la plupart des cow-boys paieraient pour ne pas avoir ce taureau. Tu n'aurais pas l'intention de me payer pour que je te le fasse attribuer. Buck, je te répète ce que je t'ai dit. C'est pas l'argent qui compte pour moi. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Bonsoir, mardi 22 septembre, 19h, 20h, en attendant Godard sur Radio Campus Rennes 80.4 FM, saison 8, épisode 3. Une citation tout en finesse et on va dire très courte ce soir. Je suis une pute, je fais ce qu'on me dit de faire, mais je suis une excellente pute. Sam Peckinpah dans une interview donnée au magazine Playboy en 1972. Donc voilà, c'était une ouverture évidemment en référence à la spéciale de ce soir, puisque nous allons pas consacrer 2 émissions et nous débutons ce soir donc autour du cinéma de Sam Peckinpah, donc un cinéaste donc à l'honneur de la rétrospective donc à la Cinémathèque française. On en reparlera tout à l'heure, donc une spéciale qui va se décliner ce soir plutôt autour de ces westerns. Donc, c'est un peu facile effectivement puisque il y a quand même quasiment une quinzaine de films. Là on va en traiter surtout d'une petite moitié ce soir. Donc voilà pour ce sommaire voilà, très court pour une fois. En fait c'est rapide ce soir, c'est très très bien. Donc voilà, on va parler de Sam Peckinpah, donc de Bloody Sam. Mathieu, tu es là. Oui, bonsoir Erwan, et toi qui n'es pas une pute contrairement à Peckinpah. Avec nous par contre il y a Thomas. Salut kids. Ainsi que Thibaut. Salut à tous. Et vous connaissiez peut-être un Simon, un ancien Simon, mais là il y a un nouveau Simon, Simon le jeune. Salut. Voilà, qui va nous faire part un peu de son expertise en matière de Peckinpah. Tout à fait. Et qui sera, oui, peut-être non, la semaine prochaine aussi, ou on verra. Peut-être. En tout cas, il est bien là ce soir pour plus une partie western. Effectivement, donc ça c'est pour la présentation. Il n'y a pas de news ce soir, puisqu'on s'est dit on va prendre du temps pour Sam parler Peckinpah est de mort. Sam Peckinpah. You know how to bring something out of an actor that even the actor didn't know was there. And that's what an actor works for, because what else is there? Saying lines or being cute or whatever? No. Yeah, that's, people think about that. People think that acting is an easy chore. Why, I can do that, you know, like they have today. You know, tits and ass and the studdo who's always doing his trip, you know, shooting and killing and blowing things up. Nah, that's junk. It's terrible junk. Commercial shit is what it is. And everybody likes it because it's easy. Nobody has to think about anything. They just sit there and sensitize themselves or desensitize themselves to anything real. And they say, oh boy, wasn't he great? Boom, did you see that gun he had? They're made for 13, 14-year-old boys. Today we have action films.
not films with action. Sam was probably accused of too much violence. He was a man of nonviolence. He wanted to show violence the way it was in order to achieve nonviolence, to make it so repulsive that nobody wanted to see it. Today they glamorize violence, unfortunately. I don't think that I have to make any more comments about violence. We get it between commercials on television now. Voilà, on entendait James Coburn parlant des films de Peckinpah, et avec cette remarque intéressante qui peut peut-être nous permettre d'ouvrir un peu le débat. Il compare les films qu'il trouve merdiques à l'époque de l'interview en disant que c'est des films d'action et pas des films avec de l'action. Effectivement, je pense que c'est une remarque assez pertinente de James Coburn, donc qui était son acteur notamment dans Pas de Garrett et dans Croix de fer, donc on parlera la semaine prochaine. Effectivement, la différence entre les films de Peckinpah qui maintenant pourraient être vus comme des films d'action, parce que l'action dans ces films est le moteur narratif. En fait, c'est ça qui permet de faire avancer la psychologie des personnages et en même temps leur action dans le film, justement. Sauf que l'action, ou en tout cas les scènes d'action chez Peckinpah, c'était pas son but, c'était pas vraiment le moteur principal. C'est-à-dire que, par exemple, Coburn dit même que c'est une visée de non-violence, voilà, de montrer la violence dans son horreur et dans sa... On pourra beaucoup reparler de la violence chez Peckinpah, ce qui est un truc effectivement central dont on parle tout le temps. C'est un peu la tarte à la crème de pas de la violence chez Sam Peckinpah, mais c'était pas effectivement sa fin en soi. Ces films étaient effectivement brutal, violent, gore, très monstratif, avec plein de gerbes de sang qu'on voit dans tous ces films. Et pourtant, c'était pas la chose qu'il voulait faire vraiment, parce que c'était juste pour montrer toute l'horreur du monde et toute la violence du monde, qui a un peu un même rapport qu'avait Paul Verhoeven, pour mieux montrer en fait la violence pour mieux comprendre la violence dégueulasse, la violence d'un flingue, la violence d'une chose, il faut la montrer. Ce que vous pouvez faire des auteurs de romans noirs comme Hammett ou comme Manchette, ce sont des choses dont ils ont beaucoup parlé. Et le rapport de l'action et la violence chez Peckinpah est du même ordre. Et le rapport au réalisme. Ouais, c'est Jean-Baptiste Toré qui dit dans le dossier Sam Peckinpah de Positif de 2007, qui rappelle sur la violence, donc je le cite, le style de Peckinpah produit certes une fascination du spectateur, entre parenthèses violence sublimée, parfois même une forme de jouissance esthétique, mais nous rassure les défenseurs de Sam et le cinéaste lui-même dans de nombreux entretiens, cette jouissance est de courte durée et laisse bientôt la place à une espèce de nausée salutaire. Après l'excitation, le dégoût. C'est vrai qu'il y a cette idée de Bloody Sam, c'est un peu comme ça qu'on a teasé aussi cette émission. Qui était son surnom. Peut-être juste d'abord rappeler aussi l'actualité, ou l'inactualité évidemment, puisque c'est toujours Peckinpah, et c'est un peu une émission Sam Peckinpah et nous, puisqu'on a toujours un peu en tête, je crois que Thomas c'est quand même un cinéaste de chevet, comme on dit. C'est un peu un cinéaste maison, c'est un des rares cinéastes ici sur lequel on sera tous d'accord pour dire que c'est un génie et que c'est quelqu'un dont les films ont largement forgé notre cinéphilie et notre rapport au cinéma. Donc ça c'est important. Donc, comme tu le rappelais en ouverture, durant l'agenda, il y a une rétro sur Sam Peckinpah qui va commencer à la Cinémathèque française, donc où il y a quelques films qui ressortent en France, mais bon, malheureusement pas chez nous, parce qu'il y a quand même pas mal qu'on aurait bien aimé revoir sur grand écran, même si c'est des petits écrans du TNB. Il y a aussi, puisque c'est une rétrospective, il y a déjà eu un premier moment en fait de cette rétrospective cet été à Locarno en Suisse, où il y avait déjà eu donc l'inauguration de cette rétrospective, ensuite donc la Cinémathèque française en ce moment. Il y a la sortie justement suite à Locarno, puisque c'est entre guillemets en partie financé, donc le livre qui vient de sortir chez Capricci, donc Sam Peckinpah, avec notamment qui est dirigé par Fernando Ganzo. Il y a en gros une analyse, évidemment des analyses de ces films, de ces styles, etc. J'en parlerai un petit peu plus après. Donc voilà pour cette entre guillemets donc actualité. Peut-être juste pour commencer, présenter le personnage. J'ai retrouvé en fait quelque chose de très simple en fait. Juste commencer parce que c'est assez pratique. Ça vient du western. Je sais pas si vous connaissez ce livre, Le Western chez Tel Gallimard, qui est un livre un peu canonique sur le western, avec même des informations fausses. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils nous disent que Sam Peckinpah est né en 1926. C'est faux. Il est né en 1925. Pas possible. Mais en fait, le livre date justement d'avant
vérification assez facile de certaines informations. Et donc, il n'y avait pas Wikipédia à l'époque. C'est un peu ça. Le texte donc est de Robert Benayoun, et donc Robert Benayoun écrit: son grand-père, donc Charles Peckinpah, donna son nom à la montagne Peckinpah dans le comté de Madera. Son père David E. Peckinpah fut juge dans le même comté, ce qui explique la connaissance approfondie de Sam pour l'histoire et les racines de son état ou des états voisins. Après avoir dialogué 15 films, assisté Dan Siegel dans l'invasion des profanateurs de sépulture, ce qui est plus si a priori c'est pas si vrai que ça aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est un peu renié. Il écrit des séries de western pour la télévision, Gunsmoke, Zen Great Theater. Il a créé entièrement 3 séries, Rifleman, Klondike et The Westerner, qu'il dirigea et où il créa son prototype de héros, Dave Blasingame, interprété par Brian Keith. Il précisa encore plus dans l'émission The Losers avec Lee Marvin les traits semi-autobiographiques du perdeur. Les perdeurs sont battus d'avance. Ils ont pris depuis longtemps des accommodements avec la mort et la défaite, alors il ne leur reste plus rien à perdre. Aussi représente-t-il l'aventure désintéressée. Ouais, c'est assez pertinent. En plus, c'est bien pour effectivement présenter le perso de Sam Peckinpah, qui, comme tous les grands cinéastes américains, en fait, ne fait qu'une chose. Il ne parle que de l'Amérique, et surtout, donc, il fait des westerns, qui est la forme la plus pure pour parler de l'Amérique. Et surtout, comme c'est un cinéaste qui est mort, qui est né, qui a commencé à faire du cinéma après l'âge classique et encore plus longtemps après la fin du western, il a une vision presque romancée, mais de laquelle il est conscient de par sa grande culture historique, ce qui lui permet en fait de remettre en contexte à la fois le côté romantique, donc la légende qui a été écrite, et après les vérités qui se cachent, comme on peut voir dans La Horde sauvage sur la Révolution mexicaine, avec Pancho Villa, ou bien ce genre de choses. Et que Sam Peckinpah soit un personnage fasciné par l'histoire et par les perdants, ça me semble assez logique, puisque c'est effectivement un metteur en scène de western qui, en général, où les figures les plus intéressantes ne sont pas forcément les vainqueurs, comme dans des westerns de Ford avec Henry Fonda notamment, où c'est quand même souvent à la gloire plutôt des vainqueurs que des vaincus. Là, lui, il s'intéresse justement à l'autre côté de l'Amérique, plutôt aux perdants. Et ce qui en fait la force, et c'est le genre de personnage qu'il a décliné dans tous ses films, et notamment peut-être un des plus beaux perdants, on en parlera la semaine prochaine, c'est celui de Steve McQueen dans Junior Bonheur, où le personnage a une phrase absolument magnifique, où il dit on ne peut pas perdre à chaque fois. Donc c'est-à-dire qu'il ne gagne pas, mais il ne perd pas tout le temps, comme Sam Peckinpah avec ses films, qui ont connu des fortunes artistiques et commerciales diverses, notamment dans ses rapports avec les producteurs, mais où il n'a pas perdu à chaque fois. L'intérêt de ces rétrospectives donc actuelles, que ce soit donc à la Cinémathèque ou à Locarno cet été, c'est d'intégrer évidemment la télévision, ce que nous on n'a malheureusement pas pu faire pour cette émission. Donc pour des problèmes de disponibilité aussi, parce que ce sont des séries des années 60, c'est comme Roy dont on était réédité en DVD parce qu'il y avait Clint Eastwood, mais les séries de Sam Peckinpah en fait ont moins traversé l'histoire et ont eu moins de postérité, donc du coup c'est plus difficile de les trouver. Il y a quelques épisodes qui se trouvent sur YouTube, sur Internet, mais peut-être la semaine prochaine. Rappelez quand même pour ceux qui connaîtraient pas très bien Peckinpah que c'est pas un cinéaste maudit, il a eu un succès énorme et en plus une postérité aussi, une postérité, La Horde sauvage et à la bibliothèque du Congrès, tous les il n'y a pas un côté réalisateurs, perdant magnifique. Ces films faisaient des gros succès, pas tous, mais il a fait des énormes succès. Et puis il y en a plein qui se retrouvent dans son style. Enfin, beaucoup de John grands Woo, Paul Verhoeven, voilà, on vous dit, c'est pas non plus un réalisateur maudit qu'on redécouvrirait. Non, on peut peut-être juste rappeler les films dont on va parler ce soir. Donc c'est western, c'est western Far West, plutôt que ces westerns contemporains. Donc suite à la création de quelques séries justement, donc il va reprendre Brian Keith, l'acteur d'une de ces séries justement, The Westerner, pour son premier film en 61 qui est New Mexico, The Deadly Companions. Et on va parler donc de celui-là, de Coup de feu dans la Sierra qui date de 62, Major Dundee en 65, La Horde sauvage en 69, Un nommé Cabelog en 70, et on fera une petite poussée en 73 avec Pat Garrett et Billy le Kid. Voilà, c'est un peu arbitraire, mais ça permet de positionner enfin. Oui, bien sûr. Puis c'est quand même la manière la plus facile en fait, vu qu'il a fait après des genres assez différents. Il a fait du film d'espionnage, du film de guerre, voire presque un road movie sanglant avec Alfredo Garcia, qui est un film encore assez particulier. Mais c'est la manière peut-être la plus simple de l'aborder, parce qu'ils ont quand même une grande cohérence entre eux, à la fois en termes formels et en termes narratifs presque, à part peut-être pour La Horde sauvage. C'est justement la frontière est floue, Junior Bonheur et Alfredo Garcia.
commercial c'est pour ça. être considérés Ouais, comme des westerns modernes. Bon là, bien sûr. par convention, on va se concentrer plus sur cela. Ouais. Et du coup, on peut essayer de dégager un Ce peu qui va être un petit peu au cœur de les thèmes. au cœur de notre propos, c'est quand même la Horde sauvage qui reste quand même, Mhm. je pense qu'il y a un côté un peu un avant et un après. C'est-à-dire qu'à la fois, même dans sa filmographie à Peckinpah, on peut commencer donc par New Mexico, Coup de feu dans la Sierra et puis Major Dundee. Qui sont quand même déjà des films très différents, à la fois, surtout en termes de production, parce que Major Dundee, Et on Major connaît, Dundee, les soucis de production. voilà, qu'il a pu parce avoir. que après ces deux premiers films qui étaient plutôt des budgets assez modestes, avec Major Dundee, pour le coup, il a quand même beaucoup plus d'argent. Il a deux grosses stars avec lui, donc une des plus grosses stars de l'époque, Charlton Heston et Richard Harris, qui était un second rôle plus que de luxe. En plus d'être un alcoolique fini comme Sam Peckinpah. Et déjà James Coburn. Ouais, et déjà Coburn dans un troisième rôle. Ouais. Donc là, il avait accès à une superstar avec un gros budget, un film d'époque, et où là, comme après par la suite, il a connu des problèmes avec ses producteurs qui avaient escamoté 55 minutes, je crois, ou 45, qui avaient remonté son film, qui avaient démonté toute sa narration. C'est aux environs de 2h50 qui était sa version. Ça a été la version de 2005 fait 2h15 et il y a la version qui a été vraiment sortie en salle commercialement à l'époque, donc qui est de 2h, 2h05. Et ce qui est assez incroyable avec Major Dundee, en fait, on en parle un tout petit peu après, mais c'est que ça aurait dû vraiment être peut-être son chef-d'œuvre, en fait, mais ce qui finalement, la frustration peut-être engendrée sur le tournage, bon, c'est un peu facile à dire, mais a peut-être aussi abouti à quelque part le choc et ce qui va arriver après. Mais lui-même le disait dans son interview pour Playboy, qui est une interview assez massive où il dit énormément de choses intéressantes, c'est que pour lui c'était son meilleur film, ça aurait dû être son meilleur film, et si pour lui il avait dû rester dans l'histoire, ça aurait été pour ce film-là et pas forcément pour la Horde sauvage. Le Coup de feu dans la Sierra, le film qui le précède, est quand même assez classique, même s'il a en germe les thématiques après du western qu'on va appeler post-classique, sur crépusculaire, voilà, les théories terminologie, sur la fin de l'Ouest, puisqu'il met en scène deux héros vieillissants, deux acteurs qui eux-mêmes étaient des grands acteurs de western qui sont vieillissants. C'est pour ça que je pense qu'on peut peut-être les faire marcher par deux finalement, quoi. Faire marcher peut-être New Mexico et puis Coup de feu dans la Sierra. Ce qui est intéressant, c'est surtout la transition, je trouve, de Coup de feu dans la Sierra à Major Dundee, puisqu'il tente quelque chose déjà d'assez radical en faisant des héros vieillissants qui sont plus en prise avec l'Ouest, un Ouest qui disparaît. On le voit dès la première séquence avec un dromadaire qui gagne une course de chevaux, etc. Et il veut aller dans quelque chose d'encore plus radical en montrant avec Major Dundee la trajectoire d'un kamikaze, en fait. Oui, c'est ça. Mais du coup, il va trop vite, trop loin, en fait. Est-ce que c'est pas un peu ça qui ressort de l'échec de Major Dundee? Il y a ça, et puis vraiment, encore une fois, c'est ce problème de production. C'est-à-dire que lui-même, à la fois, on a l'impression qu'il aussi les cherchait, c'est-à-dire vraiment cherchait le conflit, et en même temps, il s'est fait quasiment toujours sabrer. En tout cas, c'est oui, parce que aussi Peckinpah, je pense qu'on y reviendra beaucoup, mais c'était une personnalité assez compliquée, qui aimait bien le conflit, qui en tout cas était un bon fouteur de merde, en plus d'être quelqu'un de hyper alcoolique et de assez fanat des armes à feu, donc ce qui sur un plateau peut, les deux mis ensemble, ça peut forcément créer des petites tensions dans l'équipe, et le fait aussi que c'était fondamentalement un être assez solitaire, presque asocial par certains côtés, ce qui du coup pour gérer avec des producteurs et des instances financières peut être effectivement assez compliqué. Enfin, c'est des choses qui sont revenues beaucoup de fois dans sa carrière, comme sur Croix de fer par exemple, mais après, il se nourrit. C'est Chris Christopherson qui dit ça dans les bonus de Pat Garrett et Billy the Kid. Il dit il avait besoin que sur le plateau il y ait une atmosphère vraiment instable, que ça puisse péter dans tous les sens, sachant que comme dit Thomas, il aimait beaucoup le whisky. Et il avait besoin de ça pour être créatif. Il avait besoin de ça pour être créatif en fait. Donc en fait, il poussait les gens dans leur dernier retranchement. En leur donnant des explications un peu tirées par les cheveux des fois. Enfin, on savait pas trop. Mais derrière cette espèce de chaos, d'ailleurs le cinéma de Peckinpah c'est un cinéma chaotique, enfin il parle que d'un monde en chaos, il y avait au-delà de ça beaucoup d'amour avec ses acteurs, parce que les acteurs qui ont tourné avec lui, Coburn, Warren Oates, tout ça, même Chris sont revenus et sont devenus des potes. Il y a vraiment un article super de Grover Levy sur le tournage de Get Up, donc avec Steve McQueen puis Ali Magro, qui se passe à la frontière mexicaine, où
où Grover Davis retranscrit assez bien en fait le bordel du tournage, à la fois parce que McQueen a ses égos de star, où c'est lui du coup le producteur, c'est lui qui veut prendre en charge un peu les choses, et où Sam Peckinpah tente dans tout ce merdier de faire son propre film, où il se conduit parfois comme un gros trou du cul parce qu'il est bourré de midi jusqu'à 5h du matin, et puis quand il se lève à 8h après pour aller bosser, il est à peu près sobre, puis il reboit à 9h. L'anecdote légendaire, c'est celle de Charlton Heston sur Major Dundee, que Sam Peckinpah aurait tellement gonflé, même Charlton Heston, qui pourtant soutenait le projet à bout de bras, a fini par se retourner contre lui, le charger à cheval avec son sabre, a essayé de le dézinguer parce qu'il n'en pouvait plus. Et pourtant, ce qui ressent malgré son caractère un peu compliqué, c'est qu'il avait énormément d'amour et de respect pour les gens avec qui il bossait, à la fois tous ces techniciens qui ont rebossé pas mal de fois avec lui, que ce soit ses compositeurs ou ses directeurs de la photographie, et y compris ses acteurs. Donc malgré ce caractère assez instable, c'est quelqu'un qui savait se faire aimer, qui avait une personnalité extrêmement attachante. Juste avant de marquer quand même une pause, déjà une première pause musicale, est-ce que Simon, on pourrait peut-être parler de New Mexico et de Coup de feu dans la Sierra Oui, je pense qu'il y a une petite différence quand même déjà un petit peu entre les deux. C'est des westerns beaucoup plus classiques, l'un comme l'autre. La particularité de New Mexico, c'est d'être un petit peu dans la tendance, un peu des westerns de Bud Buttigieg, où c'est une petite troupe de personnages qui se retrouvent à aller d'un point A à un point B, avec tous des motivations un peu différentes. Et à ce moment, le western est assez particulier parce que finalement, il y a les personnages héros sont pas des personnages d'action. Le personnage principal, qui est interprété par Brian Keith, et c'est un personnage qui a un problème à l'épaule, qui a été scalpé avant, qui pense juste à se venger, mais qui finalement arrive pas grand-chose dans le film. Et qui cache ses handicaps. Et qui cache ses handicaps. C'est un personnage qui est très frustré du fait d'avoir été scalpé. Et en plus de ça, les autres personnages qui l'accompagnent sont deux anciens sudistes, qui sont pas... qui l'accompagnent, mais on n'arrive pas tellement à comprendre le pourquoi du comment. La première scène d'exposition, elle est assez curieuse. D'ailleurs, il sauve un des deux personnages de la pendaison. On comprend après qu'il l'a sauvé, en fait, c'est pour pouvoir se venger plus tard, mais il leur propose un braquage de banque. Finalement, ils ne peuvent pas braquer la banque parce qu'elle est déjà braquée avant. Ils se retrouvent pris dans une fusillade, le héros tire, il rate son coup, il tue un enfant, donc c'est l'enfant de Maureen O'Hara, donc... C'est dommage. Pas de chance. Et ensuite... il va falloir aller véhiculer le cercueil de cet enfant avec Maureen O'Hara. Mais ce qui est déjà, Simon, c'est qu'il y a cet homme donc qui va être pendu avec ses cartes là sur le corps. Il a les mains, et les mains sont des cicatrices, elles sont brûlées. Et c'est c'est presque Tarantino utilise aussi ce genre de choses, mais c'est presque ce moment-là qui permet à l'autre de voir tout de suite que c'est lui qu'il cherche depuis longtemps, quoi. Oui, alors c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est une cicatrice étonnant. Encore, hein, c'est tout ce côté d'handicap et de cicatrice. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il montre en fait dès le début, c'est-à-dire quasiment un des premiers plans du film, c'est la cicatrice. On ne sait même pas qu'il recherche quelqu'un qui a des cicatrices. On a un petit peu l'impression que tous les points un petit peu dramatiques du film, tels qu'on pouvait les avoir chez Anthony Mann ou surtout Bud Buttigieg, qui étaient décrits avec minution pour faire avancer le scénario, sont un petit peu en fait s'accumulent les uns après les autres sans qu'on ait vraiment sans qu'ils soient vraiment mis en valeur en fait par la mise en scène. Et ça crée un western qui est assez étrange quand même, qui est peut-être plus étrange que Coup de feu dans la Sierra. Oui, c'est ça. Et qui est assez curieux là-dessus. Et finalement, la seule personne qui accomplit un acte de bravoure, en fait, et qui est un peu une héroïne d'action, c'est Maureen O'Hara, qui tue un Indien qui essayait de tuer Brian Keith. Mais c'est tout. Après, les autres personnages sont... Peut-être juste pour faire l'enchaînement avec Coup de feu dans la Sierra, et on marquera une pause, c'est par contre le thème du vieillissement. C'est-à-dire qu'on a quand même deux personnages phares, et deux acteurs phares évidemment du western, hein, donc John McCrea et puis Ronald Scott, et donc c'est l'ancien et le nouveau, quoi, qui sont littéralement mis en forme, écrit à l'intérieur avec justement un personnage plus jeune, une femme plus jeune, et ça va être au cœur justement de l'intrigue, cette espèce de convoi, encore une fois, donc un convoi, motif classique du western. Je crois qu'on l'a tous vu ici, Coup de feu dans la Sierra. Et en même temps, on ne pressent pas déjà avec Coup de feu dans la Sierra, enfin on ne pressent pas encore complètement le travail de montage et de déstructuration qui va être vraiment à l'œuvre déjà dans Major Dundee et puis surtout dans La Horde Sauvage. La seule chose, moi, qui j'avais envie de dire sur Coup de feu dans la Sierra et peut-être aussi sur New Mexico, du coup, en liant les deux, c'est quand même son idée de fuir quand même des séquences d'action
extrêmement longue. Ce qui va l'intéresser aussi, c'est le quotidien. Et ça, c'est assez étrange, déjà dans Coup de feu dans la Sierra, et surtout dans New Mexico, ce sont vraiment des moments de latence, comme ça, de stase du récit, en fait, où la caractérisation va se faire plutôt par les gestes ou par autre chose. Et c'est vrai que Peckinpah était quelqu'un qui n'aimait pas du tout l'acteur studio, en fait. C'était pas du tout quelqu'un de cette école-là, quoi. Il n'aimait pas, mais pour revenir sur l'approche un peu formelle de Coup de feu dans la Sierra, enfin, ce qu'il a fait dans la Coup de feu dans la Sierra, donc qui est très classique, c'est que entre Sierra et ses films précédents, il y a un film qui est sorti, c'est Bonnie and Clyde de Penn, et son final absolument apocalyptique. Et Peckinpah l'a dit, tout ce que je voulais faire après, c'était dépasser ce putain de final et faire encore plus violent, plus bourrin. Bah écoute, c'est parfait, on va pouvoir faire une petite pause musicale. En attendant Godard, il est 19h34, vous êtes sur Radio Campus Rennes. On vient d'écouter un extrait donc de la bande originale de La Horde Sauvage, donc composée par Jerry Fielding avec Adelita. On est évidemment très en retard sur notre programme. Thibaut vient de parler de Bonnie and Clyde, Arthur Penn, et effectivement c'est un peu un film clé pour comprendre. Il a mis longtemps, en fait, c'est par un détour qu'on a appris, en fait, parce qu'il aurait dit qu'il avait vu après, évidemment. Après, donc, La Horde Sauvage, après le tournage. Évidemment, c'est un cinéaste. Jamais il l'avouera sans C'est vrai que influence. c'est quand même le film d'Arthur Penn est véritablement pour le travail de montage vraiment un film clé. Il y a d'autres films, c'est pour ça, avant de parler peut-être de Major Dundee et de La Horde Sauvage, d'autres films, j'ai un peu creusé justement pour voir qu'est-ce qu'il a influencé ou influencé ses scénaristes et tout ça. Il y a une poignée de films qui reviennent souvent, comme pour Friedkin, Le Trésor de la Sierra Madre de John Huston. Il y a Rashomon et Les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa, et La Strada de Fellini. Et peut-être le plus étrange, et qui moi m'intéresse pour sa perception du temps sur la fragmentation, c'est L'année dernière à Marienbad, d'Alain Resnais, qui avait a priori, en tout cas, vraiment une influence, qu'il aurait revu le film. En dehors de Resnais, de toute façon, les autres goûts, c'est quand même assez classique pour les cinéastes de sa génération, et même ça sera quasiment les mêmes pour les cinéastes du Nouvel Hollywood. Ouais, c'est John Huston, c'est Huston, c'est quand même une énorme influence, surtout sur le Trésor de la Sierra Madre. C'est un film qu'ils avaient tous vu et qu'ils ont tous pompé et repompé dans tous les sens. Ouais, complètement. Ouais. Peut-être pour enchaîner sur Major Dundee, moi parce que je viens de le voir en fait, et ce qui m'impressionne dans le film, c'est que c'est aussi un brouillon de beaucoup de récits mythologiques du cinéma qui vont arriver après, donc c'est à la fois évidemment pour La Horde Sauvage, mais beaucoup plus loin, c'est que c'est aussi déjà un film qui annonce, si on veut, Apocalypse Now. C'est-à-dire qu'on a véritablement ce récit de quelqu'un qui cherche ce Sierra Shariba, cette Apache, et qui finalement ne le verra qu'au bout du chemin. Donc c'est le Kurtz, et en même temps c'est lui-même, c'est toujours pareil, puisque c'est quelqu'un, comme tu le disais Mathieu, qui est kamikaze et qui en même temps se bat avec les Français, avec les Indiens, avec les sudistes, même s'ils font partie de avec ses propres soldats. Cette dimension d'autodestruction, on peut la retrouver un peu partout. Déjà dans Coup de feu dans la Sierra, ces deux personnages qui à un moment vont s'affronter alors qu'ils sont presque frères, en tout cas ils ont exactement le même parcours. Dans La Horde Sauvage, c'est pareil, ils finissent par un acte kamikaze. Dans Pat Garrett et Billy the Kid, Pat Garrett, on analyse assez facilement qui finalement cherche à battre Billy comme il abattrait le propre fantôme de sa jeunesse, et il y a toujours cette dimension le plan sur le miroir à la fin de Pat Garrett. Mais Major Dundee, donc en faisant du coq à l'âne, ce personnage de Charlton Heston, c'est à la fois c'est au-dessus du volcan de Malcolm Lowry, et c'est aussi Moby Dick, quoi. C'est le capitaine Ahab. C'est véritablement ça, et on sent c'est un thème très américain. C'est très américain. Simon. En fait aussi, dans le scénario initial, Peckinpah en fait ne voulait pas le personnage interprété par Charlton Heston trouve Sheriba. Le but en fait, c'est que il y avait plusieurs scènes en fait qui étaient prévues pour rendre le personnage plus antipathique vis-à-vis de ces hommes, c'est-à-dire que ces hommes se mettaient à le détester de plus en plus. De plus en plus. Et on devait avoir aussi une scène très longue de massacre au début pour qu'on comprenne après pourquoi Charlton Heston cherchait à ce point-là l'Indien en fait. Parce qu'on a la scène de fête, donc dans ce village justement tenu par des Français, ils libèrent les Mexicains. Et qui est très très longue, et tout le film en fait on attend, ils sont là, soit ils se sont loupés avec les Apaches, ou ils ont trouvé des traces, enfin c'est vraiment on attend, et le massacre final du coup, cette bataille de la fin est hallucinante du coup, là l'effet que ça fait. Et comme tu dis, je pense encore plus Moby Dick
que Apocalypse Now, puisque là c'est vraiment un personnage qui finalement Oui, est c'est- négatif par son obsession, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Il y a d'ailleurs ce moment, du coup, qui n'a pas vraiment grand sens dans la version qu'on a, même de 2005, qui fait 2h15, c'est qu'il y a cette scène quand même qui dure, je sais pas, 5-10 minutes, où il est dans une chambre avec une prostituée, ou en tout cas une femme mexicaine qui est là, et où il boit de la tequila non-stop. Bah, tequila, On sait même pas prostituée combien- mexicaine. parce que déjà il y a de l'ellipse mamelles du cinéma de Peckinpah. il y a déjà quelque chose de fort là sur le montage, c'est que c'est elliptique, ça pourrait durer 1 an, 1 mois, Oui, une oui. semaine, 3 jours, on sait pas en fait. C'est Parce qu'il impressionnant. participe aussi au Tu fait que le film soit un peu compliqué à suivre. Oui. On sait pas à Ah quel oui, point oui, oui, oui. après ça a été c'est dû aux mais ce errances genre de production. moments off justement qui peuvent durer des plombes, Ouais. ça va nous mener aussi à la Horde Sauvage, où dans la Horde Sauvage, donc où il y a cette scène absolument sublime où ils sont dans le camp, dans le camp de Mexicains, où ils se réfugient un peu, ils se calment, où en fait tu peux avoir l'impression que ça dure 1 jour ou bien 15. Parce que t'as tellement l'impression qu'ils prennent leurs aises, qu'ils sont bien là-dedans, qu'ils veulent pas partir de ce paradis presque perdu, que du coup il y a une sorte de C'est une espèce de extension du temps. Parenthèse quoi. enchantée, Ouais. hyper dilatée, où même dans Pat Garrett, on le voit quand James Coburn commence vraiment à se rapprocher de Billy the Kid, où il monte en haut et puis il dit je veux est-ce que comment elle s'appelle il demande Pauline et Elisabeth Sue, enfin bon bref je me souviens plus les prénoms, et voilà, donc du coup il se retrouve Oui, mais avec on trouve ça, on 5 en femmes, parlera la semaine prochaine dans le guet-apens aussi, mais justement mais ils c'est- retrouvent ces ouais, espèces c'est de intéressant ils parce ont que besoin de ces c'est- parenthèses enchantées, Ouais. ou avec de l'amour, de la piave, en gros du pur hédonisme avant le déchaînement de violence, notamment qui aussi sont nécessaires. parce que toutes les scènes sont plombées par une tension extrême C'est qui est une- là pour le coup du pur génie de mise en scène. Et Erwan, vas-y. Non, c'est juste une des idées, c'est marrant que tu utilises ce mot, Thibaut, c'est une des idées d'Emmanuel Burdeau dans son texte qui s'appelle Éperon, style de Sam Peckinpah, et en fait, comment dire ça, c'est un peu à la fois une facilité d'écriture, et en même temps ça marche très bien entre enchaînement, déchaînement, désenchaînement en fait, et ça marche beaucoup. Ça marche très très bien à la fois sur le montage et pas seulement, c'est-à-dire que c'est aussi l'enchaînement du pouvoir. C'est vraiment des gens qui sont enchaînés. En fait, ça marche vraiment bien pour le cinéma de Peckinpah, en tout cas dans le texte. Et pour du coup aborder maintenant la Horde Sauvage. Est-ce que je peux oui, bah, juste bah, sur Major Dundee, il y a quelque chose en fait qu'on va retrouver un petit peu après, comme on avait déjà parlé on prévoyait de parler de Robert Aldrich, dans le personnage de James Coburn, qui est assez intéressant en fait, parce que c'est l'éclaireur en fait qui accompagne le Major en fait, et ce personnage-là, sa particularité, c'est assez intéressant par rapport aux Indiens, puisqu'en fait c'est le seul qui les juge pas. Le Major est haineux, extrêmement haineux vis-à-vis des Indiens. Les sudistes, eux, de toute façon, sont haineux vis-à-vis des Noirs, des Indiens, des Mexicains. Ce personnage-là va un petit peu peut-être préfigurer Burt Lancaster plus tard, un petit peu. Dans Fureur à Apache, tu voilà. penses, peut-être, ouais. Notamment par rapport à Riago, qui est l'éclaireur du groupe et que tout le monde déteste, et c'est le seul à le défendre. Exact. Mais il y a des liens, de toute façon. Hein. Même, je crois, en termes de scénariste, à un moment donné, enfin, par rapport même aux de acteurs projets de projets que l'un a repris à l'autre, ce genre de choses. En fait, ils avaient vraiment les mêmes centres d'intérêt en fait en western et en termes de personnages. Et Burt Lancaster, mais j'en parlerai la semaine prochaine parce que. En termes d'acteurs aussi. La Horde Sauvage. Oui, tu parlais de ces séquences avec Thibaut, de ces séquences de relâchement, non plus de. Ah oui, où des ils sont au moments, Mexique en train de boire ou d'être avec des femmes. Et déjà il y a la dimension du fait que Peckinpah était un grand amoureux du Mexique, et ça se ressent dans quelque chose de pas du tout condescendant dans les scènes de Mexique. On sent que c'est quelque chose où il cherche vraiment un grand souci de réalisme et beaucoup même d'amour pour lui c'est la nouvelle frontière, hein. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça, quelque chose d'une sorte de paradis perdu, puisque de toute façon c'est quelque chose qui revient tout le temps chez Peckinpah, que en gros tout simplement il aime pas ce qu'est l'Amérique, donc le Mexique c'est toujours quelque chose qui sera toujours un peu mieux en tout cas que l'Amérique, et puis surtout c'est pour donner une épaisseur à ces personnages de la Horde Sauvage, puisque quand même le projet de la Horde Sauvage, on va essayer de un peu le décrire, mais c'est quelque chose d'assez ambitieux et de très compliqué, c'est de montrer comment des durs à cuire sans foi ni loi peuvent faire un acte de pur amour comme ils le font, de pure justice gratuite, alors que toute leur vie a été à l'encontre de ça, a été une vie d'individualisme, d'égoïsme et de mercenariat. Et comment les amener, puisque c'est
ce que tout le monde voudrait voir, mais on se dit comment trouver les motivations pour que des hommes sans foi ni loi puissent chercher à se sacrifier pour la justice et pour l'amour. C'est encore une fois la description de la fin d'un monde. Oui, parce qu'en fait, c'est une bande d'amis assez forcée, même s'il y a des scènes d'amitié très belles comme celle du partage de la bouteille de whisky. En gros, c'est vraiment une bande de mercenaires qui sont pris au piège entre la nouvelle société américaine hyper industrialisée et hyper phagocytée par diverses corporations, notamment celle du rail, et qui sont pris entre une autre armée, une armée révolutionnaire mexicaine qui tente de résister à l'envahisseur américain en faisant n'importe quoi, et pris entre ces deux étaux de répression. Pour sauver leur ami, en fait, ils font un geste absolument désintéressé, de justice assez folle, en fait, et presque débile, parce qu'ils savent au bout du compte qu'elle ne mènera à rien, mais pour respecter leurs principes et qu'ils ont appris au fur et à mesure de leur vie, ils vont le faire quand même. Et le ralenti, qui est peut-être une des marques de fabrique du cinéma de Peckinpah, est aussi là pour rendre un dernier hommage à ces personnages à la fin, dans la tuerie finale. Ça rend deux choses. À la fois, ça rend un hommage appuyé pas forcément en les glorifiant, mais en tout cas en les montrant dans leur dernier instant de martyrs choisis. Oui, avec la surimpression finale. De martyrs et de victoire, tout en plus, quand on parle du rapport à la violence, en justement montrant ces morts excessivement violentes et cruelles pour ces personnages-là qui n'ont vécu que par ça. Avant de remarquer une pause musicale, peut-être dire aussi que le ralenti, d'après ce que j'ai compris en interview avec Peckinpah, c'est que ça vient en fait de son propre perception et son expérience chez les Marines. C'est-à-dire que c'est vraiment là qu'il s'est dit que c'est une des manières justement pour moi de représenter, de percevoir en fait ce que les personnages, leur point de vue, quoi. Donc qu'est-ce qui peut caractériser juste avant, parce qu'on parlait avec Thibaut avant du rapport avec Fuller, qui comme Peckinpah a été un soldat, donc qui ont vu la guerre, qui ont vu les horreurs, ils ont tous les deux ce regard assez distancié, peut-être parfois un peu ironique sur la violence, justement parce que ils savent ce qu'est la violence réelle, ils savent ce que c'est que de voir des morts et des mecs se faire déchiqueter par des coups de canon, et du coup au cinéma ils savent pertinemment que ce qu'ils montrent c'est faux, donc ils la représentent de la manière la plus excessive possible pour la rendre crédible. Après, il y a un côté sur cette violence, c'est, par exemple, pour La Horde Sauvage, même pour Pat Garrett, quand je fais un spoiler, mais bon, tout le monde le sait, quand il tue Billy the Kid, c'est que, en fait, ces gens-là, donc, qui ont des valeurs, on va dire, entre parenthèses, passéistes, sont des gens nostalgiques. Peckinpah, comme disait Thomas en introduction, est un grand romantique. Et en faisant cet acte de violence et finalement en fracassant les plus jeunes, donc Angel est fracassé, Billy the Kid est fracassé, Peckinpah montre aussi son désintéressement total pour le futur. Enfin, c'est un cinéaste que pond vraiment en nos futurs, parce qu'il se dit, pour lui, de toute façon, il n'y a plus rien dans les États-Unis actuels. Il y a vraiment plus rien. C'était le passé, pas le passé mythologique, mais une forme de passé respectable, on va dire, peut-être détestable, mais au moins respectable. Et en butant les jeunes, il se dit, mais finalement, la transmission, de toute façon, elle va être dégueulasse, parce qu'il y a toujours l'introduction avec les plans de gamins sur les fourmis et tout ça. C'est marrant parce que, pour reprendre, Mathieu, quand même, l'idée de paradis perdu et de Mexique sur aussi, ce que disait Thomas par rapport à l'aspect un peu anti-industriel de la mutation. C'est des films qui se passent vers 1900-1910. 1909, je crois, là, ouais, Sauvage. 1913. Non, 12, 13. Enfin, bref. 13. Et du coup, c'est intéressant. Très Première Guerre mondiale. Toi, tu parles de nihilisme quand même un peu, Thibaut. Et on sait que même, on en a parlé il y a pas longtemps, que la critique, encore à l'heure actuelle, parfois le taxe de réaction, d'être réactionnaire. Mais il n'est pas réactionnaire. Non, pas du tout. Et c'est pour ça que ça me fait penser à une critique anti-industrielle. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est une critique d'un penseur anti-industriel qui s'appelle René Rizet, qui parle de la destruction de la paysannerie et qui dit: on a cassé la civilisation paysanne, ou du moins ce qui en restait. La paysannerie traditionnelle n'était certes pas porteuse de valeurs honorifiques à préserver à tout prix, simplement elle conservait vivante une mémoire permettant de suivre des chemins autres que ceux imposés par le développement industriel. On y trouvait des attitudes par rapport à la vie, et notamment à la vie sociale, très antinomiques avec le rationalisme dominant, un mode de vie en tout cas moins séparé de ce à quoi aboutit l'industrialisation, en réduisant l'homme au travail et en colonisant ensuite le temps libre. Et en fait, je trouve qu'il y a un rapprochement à faire avec ce courant anti-industriel, parce que c'est pas de la simple réaction, c'est pas un simple refus du progrès, et c'est pas non plus une glorification des valeurs passées. C'est pas dire c'était mieux quand les cow-boys pouvaient violer des femmes et tuer des gens. C'est juste que il y avait, et je pense qu'il y a cette part-là chez Peckinpah, mais toujours comme chez les Américains, c'est plus intuitif que théorique.
mais cette façon de dire genre peut-être que c'était dégueulasse avant le monde des cow-boys, le monde de l'Ouest c'était sans foi ni loi, mais il y avait en puissance la possibilité de liberté et d'autres structures sociales que celles qui sont du coup imposées par le monde industriel qui arrive justement à cette période-là. Le monde industriel et le monde religieux aussi, parce que il est vraiment, et c'est un bouffeur de curé aussi. Donc on a évoqué l'art sauvage, on pourra encore continuer à parler, et on va notamment aussi évoquer Pat Garrett et Billy the Kid et la balade de Cable Hog, donc ces deux autres grands westerns, pour cette fois peut-être essayer de parler un peu plus de sa forme, de la mise en scène de Peckinpah. Très rapidement comme ça, avant qu'Erwan ne m'interrompe. Petite typologie, Thomas, qui va nous, comme ça au moins ça clôt à la fois ça clôt et ça permet de développer autour de ça dans les films. J'ai repris des choses qui viennent à la fois de Michel Ciotta dans son article du dossier de positif dont parlait Thibaut tout à l'heure sur Peckinpah donc en 2007, et aussi de Fernando Gonzo là dans le Capricci qui vient de sortir. Donc on parle, si on fait une typologie un peu comme ça, c'est qu'il y a les zooms. Il y a les ralentis asphyxiants, on peut les qualifier comme ça, donc des plans ultra courts, des désynchronisations en tout genre, un montage cut, parfois des plans, des inserts mentaux, évidemment fragmentation, dilatation, des arrêts sur image, qui est un peu le devenir du ralenti, et aussi des insertions, et ça, je pense, ça se vérifiera peut-être encore plus la semaine prochaine dans les films entre guillemets contemporains, donc une insertion soudaine de plans subjectifs. Et ça, c'est étonnant, je trouve, notamment Osterman Weekend, pense à ça, des plans impossibles en fait, des plans de point de vue impossibles. Donc Ciotta qualifie un petit peu cette esthétique en la qualifiant comme ça, il l'a dit, donc c'est une esthétique de la convulsion plaquée sur un monde en perdition, ce que je trouve, voilà, c'est à la fois assez simple. Il y a une dimension expérimentale et qui est pas l'aspect gratuit qu'on peut voir dans un cinéma plus de... Je pense à genre Thomas Crown où on va avoir des split screens à n'en plus finir. Et c'est marrant des choses qui sont plus ludiques. Là, c'est pas le cas en fait. Non, c'est pas marrant parce que quand tu parles de ça, ça fait aussi penser un peu au cinéma de John Frankenheimer qui lui œuvrait dans un cinéma assez différent parce que c'était plutôt un thriller politique ou alors des films paranoïaques, mais il pouvait utiliser les mêmes artifice de mise en scène et le même genre de pensée en fait. Pour revenir au début, c'est que plutôt Peckinpah s'inscrit dans une lignée, je pense que Simon va pouvoir rebondir, c'est que ça s'inscrit à la fois dans une lignée qui serait celle de William Wellman et d'Anthony Mann, et en même temps c'est quelqu'un qui a travaillé avec Dan Siegel et Jacques Tourneur. Donc bon déjà, et en même temps il est aussi d'une génération tu as parlé tout à l'heure Thomas de Samuel Fuller, de Robert Aldrich aussi, de Nicolas Ray, d'Arthur Penn, qui est aussi pas loin. Ouais, mais c'est un peu Maverick, c'est les mêmes. Il y a Lumet et Frankenheimer, mais qui, eux, comme Friedkin, finalement, viennent aussi plutôt de la génération, ce qu'on appelle du live TV, quoi. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, parce que Peckinpah, c'est vraiment la série télé. Le live TV, il y a le côté vraiment documentaire, reportage à chaud. Et c'est vrai que Peckinpah utilise ses expérimentations formelles vraiment au service de son cinéma, de ses personnages et de leur perception, quand même. Oui, du coup, il y a aussi, il y a un background aussi où je pense qu'on pouvait rajouter aussi Raoul Walsh, par exemple. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à voir sur le récit un petit peu épique. Et en même temps, surtout formellement, la question du ralenti, elle est assez intéressante parce que pour ceux qui ont vu Pat Garrett et Billy the Kid d'Arthur Penn, toute la première séquence... le Arthur Penn ? Non, la première séquence du Peckinpah est à peu près la même que la dernière du Arthur Penn, qui était déjà la même que la première d'un film de King Vidor sur Billy the Kid des années 30. D'accord. Et Arthur Penn utilisait déjà le ralenti, ce qui est peut-être un des premiers ralentis en western en 58, enfin peut-être que vous en connaissez d'autres, moi j'en connais pas d'autres, au moment où Billy the Kid tire au shotgun au début du film sur Bob Olinger, je crois qu'il va joué par Armstrong comme acteur. Et la scène, déjà dans Arthur Penn est comme ça, elle l'est encore une deuxième fois dans Pat Garrett et Billy the Kid. D'accord. Après, ce qui est rigolo, c'est que par exemple, dans Pat Garrett et Billy the Kid, c'est pas là où il fait la plus grande utilisation de son effet, on va dire, violence ralentie, jet de sang. Alors, il y a toujours le jet de sang parce qu'il y a un aspect cathartique, vraiment, dans le cinéma de Peckinpah, lui-même l'assume, le dit. Mais par exemple, comparé au ralenti de La Horde Sauvage, voire même au ralenti, on en parlera, dans Junior Booner, à l'introduction de Junior Booner par exemple, ou au ralenti de Gaddafi. Qu'est-ce que j'ai dit? Junior Booner. C'est Bonheur. Junior Mathieu Bonheur. Oui, pardon. Dans Pat Garrett, Billy the Kid, il y en a très peu. Il y en a un, il me semble. Alors celle-là, elle va me rester. Junior Booner, n'importe quoi. Non, juste, j'ai... Finis ce que tu allais à dire. J'en sais plus du coup maintenant. Un mec de Lille. Putain, c'est sympa. Pour à la fois reprendre le fil de Cable Hog
Bon, personne ne rit à mes Ouais, blagues. pour reprendre le câble. Voilà, merci. Okay. Mathieu, tu parlais de désindustrialisation, en tout cas d'anti-industrialisation. Oui, Cabelog. Voilà, Cabelog écrasé par se une pose là, donc du coup. C'est assez parlant, mais c'est vrai que dans Cabelog, il y a cette dimension plus littérale, puisque dès le début, il fait lui-même, le personnage décrit ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il est en train de penser. Il finit par faire une élégie, en fait, aussi. Alors que c'est un pur amoureux du désert, il finit par se faire écraser par une automobile, et il se fait dire, alors qu'il va mourir, mais qu'il n'est pas encore mort, son oraison funèbre. Ouais. Il aurait dit d'ailleurs, Peckinpah, que c'était son film préféré. Voilà, c'était parce que c'est son film, sans doute le plus personnel, j'imagine. Peut-être, moi je connais moins Pat Garrett, donc vous allez pouvoir me dire, parce que déjà Cable Hog, il y a quelque chose d'important dans le film aussi, c'est la vision de la femme, qui est un des problèmes souvent qui a été reproché, en tout cas Peckinpah, de son cinéma, notamment par Pauline Kael aux États-Unis. La violence de son article envers les chiens de paille, par exemple, et en même temps qu'il y a un article clé, et elle est embêtée parce qu'elle aime beaucoup son cinéma, et là, pour elle, c'est un film... Par exemple, on a dans Cabelog... on en parlera la semaine prochaine. Le personnage, c'est Stella Stevens, donc, qui est une prostituée, et donc la première fois qu'on la voit, elle a un gros décolleté, il y a un montage alterné où on voit 10 fois de suite son décolleté, et ça peut paraître concupiscent, sauf que entre les deux, il y a le personnage de Jason Robards, qui lui, au contraire, est très doux, très courtois avec elle, et qui est vraiment, on sent que c'est écrit de la part directement de Peckinpah pour être un personnage très très humain, et qui vient justement vachement relativiser cette concupiscence qu'il pourrait y avoir, qui est plus un clin d'œil, à mon avis, que du sexisme. Oui. Thibaut, tu avais quelque chose à rajouter ? Non. Non, parce que je viens de me rendre compte de quelque chose, mais je vous dirai après. C'est pas drôle. D'accord. Super, une vanne pas drôle d'Erwan. Non, c'est pas une vanne, non. C'est plus grave que ça, mais c'est pas grave. Non, mais après, oui, c'est vrai que sur l'utilisation des personnages féminins, on va pouvoir dire que Peckinpah est misogyne, parce que c'est toujours des prostituées, il a jamais écrit de grands rôles pour des femmes. Après, faudrait demander à Ali McGraw. Ouais. Ouais, mais Léon a vu le même reproche sur ses personnages féminins jusqu'à ce qu'il fasse le viol, en fait, est vraiment qu'un motif qui revient dans quasiment tous les films, en fait. Que ceux de New Mexico, déjà, où c'est un peu en filigrane, il y a une tension, vraiment, de ça. Major Dundee aussi. Oui, mais c'est pour ça que je reviens aussi à ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on aurait tort de penser que parce qu'il critique l'Amérique actuelle et ces mutations, il va forcément porter au pinacle. Je pense que justement, c'est une volonté d'honnêteté aussi, de montrer que les valeurs, que la vie telle qu'elle était avant les changements qu'il va critiquer n'était pas forcément mieux non plus, que c'était une vie de violence aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est une erreur qui est souvent faite sur les films violents, et notamment les westerns, et que je comprends pas trop, puisque montrer un viol et ensuite critiquer la fin de l'Ouest, c'est pas dire que le viol c'est bien, c'est une critique un peu conne. Je crois qu'on va pouvoir s'arrêter malheureusement déjà là, en fait, parce qu'il nous reste 1 minute. Est-ce que vous avez on peut faire peut-être les coups de cœur en 30 secondes, les coups de cœur de la semaine. Thomas. Moi, c'est le nouvel album de Keith Richards, donc son 3e album solo qui sort après 23 ans après le précédent, Crossed Eyed Hard. Donc comme c'est du Keith Richards, un bel album de blues. D'accord. Mathieu. Moi, c'est la bande dessinée Agent Secret X9 de Dave Chilamet et Alex Raymond. Thibaut. Moi, c'est la saison 2 de True Detective. Je suis peut-être le seul à l'avoir aimé, mais en fait, ça déchire toujours autant. Simon. Moi, c'est Colorado Territory de Raoul Walsh, qui est un excellent western de la fin des années 40. Et la place de la femme est très intéressante dans ce film-là, sur les deux personnages qui sont des clichés, des archétypes, et qui sont un peu renversés au fur et à mesure. Ok, et moi c'est Major Dundee, j'en ai un petit peu parlé, mais c'est vrai que c'est une vraie découverte, et surtout j'aurais aimé voir la véritable version comme tout le monde, justement parce que ça laisse présager un sacré chef-d'œuvre. Bonne soirée, et puis on espère vous retrouver au diapason et à la semaine prochaine pour la suite de cette spéciale Peckinpah. Bonne soirée, merci à vous. Salut. Salut.